Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues. Nous poursuivons donc nos travaux consacrés au volet environnemental de l'autoroute A69. Donc, je souhaite la bienvenue à monsieur Fabien Balderelli. Donc, vous êtes sous-directeur des finances innovants et du contrôle des concessions autoroutières au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je souhaite également la bienvenue à madame Charlotte Coupé. Vous êtes adjoint au chef de bureau et donc vous travaillez dans l'équipe de monsieur Balderelli. Et enfin, je souhaite la bienvenue à monsieur Martial Gerlinger, directeur général d'Atosca. Madame, Messieurs, notre commission a divisé, à la demande de madame la rapporteure, ses auditions en plusieurs cycles. Après la genèse de l'autoroute A69, elle achève quasiment son examen du volet environnemental, des actes juridiques pris pour la réalisation de cette autoroute. La déclaration d'utilité publique, l'autorisation environnementale principalement. Elle abordera ensuite les hypothèses sociales et économiques qui sous-tendent l'A69, avant de se pencher sur les tarifs de péage et les clauses financières de la convention entre l'État et Atosca. Notre audition de ce jour porte sur le volet environnemental des actes pris pour bâtir l'A69. Il y a donc de fortes chances que nous vous demandions à tous les trois de revenir sur les aspects financiers de la convention de concession. S'agissant du volet environnemental, nous avons pu constater le respect très strict des procédures et l'attention qui est portée au triptyque éviter, réduire, compenser. La 69, voulue par les élus locaux et les chambres consulaires à une très large majorité, peut constituer un projet exemplaire conciliant développement économique et protection de l'environnement. Un dossier aussi complexe génère néanmoins des questions mises en lumière lors de nos présentes auditions. Aussi, nous espérons que l'audition de ce jour permettra de les lever. Je me permets de vous rappeler que cette audition est publique et retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Madame, Messieurs, je vais vous demander de procéder à quelques formalités au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en vous demandant préalablement de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de le dire, je le jure. Madame Coupé, Monsieur Baldarelli, Monsieur Gerlinger, merci Madame, merci Messieurs. Sans plus tarder, je passe la parole à madame la rapporteure, en vous précisant qu'à la suite de son intervention, il est possible que je pose moi-même des questions, et puis nous avons des collègues présents aujourd'hui à cette audition, donc ils poseront aussi également, je l'espère, naturellement, des questions. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de commencer, juste pour vous dire que nous avons aujourd'hui une niche des écologistes, d'ailleurs, dans l'hémicycle, et qu'il est possible que, pour des raisons de vote, nous soyons obligés d'interrompre nos échanges, mais pour les reprendre. Et donc, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Mais c'est ainsi que la vie politique se joue, puisque quelque chose qui avait été voté à l'unanimité en commission, maintenant fait l'objet d'amendements de suppression. Donc, voilà, nous serons sans doute contraints à aller voter et à interrompre notre audition. En tout cas, merci Madame Coupé, Monsieur Balderelli et Monsieur Gerlinger de venir devant notre commission d'enquête. Comme cela a été dit, votre audition clôt quasiment le premier volet de notre enquête sur le volet environnemental, donc des actes juridiques portant sur l'A69, la DUP, et l'autorisation environnementale notamment. Il y a un problème? Y a-t-il un problème technique? Ah Pas non, du non, tout, nous pouvons poursuivre. Alors, je ne sais pas si on doit être optimiste ou pas par rapport au déroulement de tous ces actes juridiques. Mais enfin, en tout cas, l'impression qui prévaut pour plusieurs membres de cette commission d'enquête est que si le principe de l'égalité a été respecté, les études qui ont conduit à la préparation des actes juridiques eux-mêmes nourrissent de sérieuses interrogations. Le CNPN, l'OFB ont ainsi fait part de nombreuses réserves techniques, et il en était de même de la part de l'autorité environnementale. Donc, ils ont bien été saisis dans les temps, mais pour autant, les avis qu'ils ont donnés faisaient état de réserves qui, à ce jour, ne sont pas forcément toutes levées. Le dialogue noué par la DREAL et la DDT avec le concessionnaire Atosca, semble-t-il, a permis de prendre en compte certaines remarques qui ont été émises par les instances consultatives que je viens de citer. Selon les dires du directeur de la DREAL, entre le dossier présenté au mois de janvier et les correctifs produits au mois de juin, mais il subsiste de très nombreuses zones d'ombre, notamment la réalité
de la compensation de l'atteinte au milieu naturel et à la biodiversité, en raison notamment de postulats qui nous semblent, ou qui ont semblé à certains erronés, comme la comptabilisation des terres agricoles en zones déjà artificialisées ou la caractérisation des zones humides. Enfin, et avant que vous ne preniez la parole, je m'interroge sur l'étrange opération de communication d'Atosca, proclamant que 5 arbres seraient plantés en lieu et place de chaque arbre abattu. Monsieur Gerlinger, à la question qui vous avait été posée lors des auditions devant la Commission de développement durable et aménagement du territoire, vous aviez indiqué que, en effet, pour un arbre abattu, 5 arbres seraient plantés. Seriez-vous prêt à le réaffirmer aujourd'hui sous serment ? En effet, de ce qu'il relève des auditions que nous avons faites précédemment, il s'agirait simplement d'un slogan choc, mais qui a eu pour effet d'abuser de nombreux élus locaux, de nombreuses personnes au plan local également, mais des députés également, et même un ancien ministre qui a repris cet argument. Et donc, nous savons en effet qu'en définitive, il n'en est rien et qu'il faut raisonner en termes de zones à boiser. Or, de jeunes plants d'arbres n'ont pas toujours la chance de survivre et de croître en période de dérèglement climatique et ne rendent pas les mêmes services écosystémiques que des arbres anciens. J'aimerais bien vous entendre sur ce point-là, mais comme plein d'autres, puisque cela fait partie d'une des questions qui vous est posée dans le questionnaire que vous avez reçu. Alors pourquoi donc Atosca a-t-elle fondé sa communication sur un argument erroné, alors même que la société d'études qui l'assistait raisonnait en espace aboisé ? Par ailleurs, je m'interroge sur la réponse faite le 25 mars pour la DGITM, dont vous suivez l'affaire, Madame Coupé, sur une demande de communication de l'étude juridique et financière conduite par les services du ministre évoquée par M. Perben lui-même lors de son audition du 27 février, et vous renouvelle à nouveau ma demande de recherche de ces documents qui fondent en effet la décision qui a été prise à l'époque pour le contrat de concession. On ne peut imaginer qu'un ministre ne soit pas outillé à cette époque-là comme aujourd'hui par ses administrations centrales pour fonder une décision qui engage aussi autant un territoire. Et donc, je vous renouvelle ma demande de communication de ces documents et donc de les rechercher dans les archives du ministère. Je vous ai adressé le 25 mars, je pense, un questionnaire qui est un questionnaire avec des questions communes et puis des questions spécifiques pour les uns ou pour l'autre. Ce questionnaire a été communiqué parce que c'est une exigence que j'ai d'avoir un exercice très démocratique par rapport à cette commission d'enquête. Donc tous les membres de cette commission, favorables ou pas favorables à l'autoroute A69, sont destinataires de mes questionnaires et donc peuvent les utiliser pour évidemment vous poser les questions et bien d'autres. Ce que je vous propose, c'est de suivre le fil de ces questions dans le cadre des réponses qui doivent être faites en rappelant la question dont il s'agit. Et puis évidemment, si nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions, que vous nous adressiez une des réponses écrites aux questions qui ont été posées. Voilà, donc écoutez, je vous laisse la parole et celui qui veut commence. Merci Madame la rapporteure. Dans l'ordre qui vous plaira, peut-être, je ne sais pas si... Monsieur Balderelli ? Oui, si vous voulez. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés. Peut-être dans un premier temps, à titre de propos liminaire, rappeler quel est le rôle et la responsabilité du concédant, ce qui permet d'une certaine manière de donner des éléments de réponse par rapport à l'ensemble de la trame que vous avez bien voulu nous adresser. Le concédant a deux rôles. Le premier, c'est d'intervenir comme acheteur public, c'est-à-dire c'est lui qui va préparer le contrat, mener la procédure et ensuite s'assurer que le concessionnaire exécute pendant l'ensemble de la durée de la concession, construction, exploitation, ses obligations. Et le rôle d'autorité chargée du contrôle, donc tel que le définit un certain nombre de circulaires, notamment pour une dernière de 2023, qui va s'assurer que l'usager est en capacité de circuler en toutes conditions de commodité et de sécurité. Ce qui veut dire que ces deux missions vont conduire le concédant à avoir un certain nombre de rôles de contrôle. C'est pour ça que dans le nom d'ailleurs de la sous-direction qui m'est confiée, on parle de contrôle des concessions autoroutières.
avec l'approbation d'un certain nombre d'éléments de conception, notamment l'avant-projet sommaire modificatif qui aura été proposé par le concessionnaire Atosca suite à la procédure de mise en concession, des contrôles sur pièce et sur place, des inspections, notamment avant la mise en service, nous réalisons 2 inspections importantes, qui est l'inspection travaux, qui permet de s'assurer que l'autoroute est construite conformément aux dispositions du contrat, une inspection dite de sécurité, qui permet de s'assurer que les usagers peuvent circuler en sécurité sur l'autoroute. Et pendant l'ensemble de la durée de la concession, nous allons réaliser des audits, nous allons réaliser le suivi d'un certain nombre d'indicateurs qui portent à la fois sur la qualité de service aux usagers, qui peuvent concerner le fonctionnement du péage, qui peuvent concerner la diffusion de l'information de sécurité routière, par la radio autoroutière, par les panneaux à messages variables, ou des indicateurs relatifs au patrimoine, c'est-à-dire la nature, la qualité de la chaussée, la qualité des ouvrages d'art. Voilà, ça ce sont les missions qui sont les nôtres, et nous allons également suivre les enjeux économiques et financiers de la concession, notamment s'assurer que les péages sont fixés conformément aux stipulations contractuelles et réglementaires, et dispositions réglementaires, pardon, et s'assurer que les dispositifs de partage des fruits de la concession sont effectivement mis en œuvre. Ce qui veut dire que ces missions sont indépendantes des obligations réglementaires qui pèsent sur le concessionnaire du fait du Code de l'environnement. Et le concessionnaire, alors je parlais d'achat public, nous sommes régis par le Code de la commande publique, mais en cas de concession, on parle de délégation de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le contrat est signé, le concessionnaire devient maître d'ouvrage et donc responsable de l'ensemble des autorisations administratives qui sont nécessaires. C'est rappelé plusieurs fois dans le contrat de concession qui vous a été communiqué. D'ailleurs, cette partie-là est même, je pense, publique. On le retrouve notamment à l'article 6.5, on le retrouve à l'article 13, on va le retrouver en plus dans le préambule d'un certain nombre d'annexes. Et les engagements environnementaux qui sont précisés dans le contrat de concession visent d'une part, au moment où le contrat est signé, à transférer l'ensemble des engagements pris par l'État, qui est le maître d'ouvrage jusqu'à la signature du contrat, au concessionnaire. C'est ainsi que notamment le dossier des engagements de l'État, qui est la synthèse des engagements pris par le concessionnaire, par l'État dans le cadre des études, est transféré comme une obligation contractuelle au concessionnaire. C'est l'annexe 14 du contrat de concession. Par ailleurs, l'État, dans le cadre du processus concurrentiel, peut avoir d'autres engagements qui sont pris par le concessionnaire, par exemple des aires de covoiturage, par exemple des installations de recharge de véhicules électriques, par exemple un passage à faune qui va avoir une largeur de 20 mètres alors que les études préalables ne visent que 10 mètres, par exemple des protections phoniques d'une longueur double par rapport à celle qui était envisagée dans le cadre des études préalables. Donc ces engagements-là sont également contractualisés dans l'annexe 12. En revanche, l'ensemble de ces éléments sont indépendants des obligations qui résulteraient des autorisations administratives, et le contrat rappelle que l'autorisation administrative est de la responsabilité du concessionnaire, donc celui-ci réalise le dossier, et le processus aboutit à un arrêté préfectoral. Ce sont les services de l'État, en charge de la police de l'environnement notamment, qui s'assurent que ces engagements réglementaires sont effectivement mis en œuvre. Il me semblait important de rappeler cette articulation et de rappeler en quoi le concédant dispose certes de pouvoirs entendus, mais par rapport aux dispositions contractuelles, et que ces dispositions contractuelles sont assez différentes des dispositions réglementaires. Alors, une fois que je ne sais pas si ça appelle des observations, des remarques, des questions de votre part. C'était bien de le rappeler pour savoir où se situent les responsabilités. Vous avez bien fait de le rappeler. Oui, je vous remercie. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous voulez qu'on comprenne les différentes thématiques de questions dans l'ordre ? Oui, allez-y. Alors, je vais peut-être laisser... oui. Vous voulez peut-être votre propos liminaire, peut-être ? Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs. Peut-être effectivement un petit mot d'introduction pour vous indiquer le plaisir que j'ai à être ici parmi vous aujourd'hui pour répondre aux questions. Je pense que Atosca, dans son état d'esprit, vous l'avez compris depuis le départ, a souhaité jouer la transparence et la concertation au maximum pour permettre la réussite de ce projet. J'ai déjà eu l'occasion
dans un cadre peut-être un peu moins solennel, d'évoquer ces sujets lors de l'audition, je crois le 16 janvier, devant la commission développement durable, donc d'évoquer à peu près le même sujet. Je voulais vous dire qu'effectivement, peut-être rappeler un petit peu dans quel contexte on se situe également de notre côté, au niveau du concessionnaire. C'est vrai que nous nous appuyons effectivement fortement sur tout le travail préalable qui a déjà été fait sur cette opération. C'est vrai que il y a eu déjà des échanges nombreux, un dialogue démocratique fort qui a eu lieu sur ce territoire, qui a abouti en particulier à la DUP, qui est véritablement, avec les engagements de l'État qui ont été confirmés en novembre-octobre 2020, les actes sur lesquels nous nous appuyons pour réaliser notre projet. C'est vrai que cette DUP de 2018, après l'enquête publique de 2016-2017, a constitué la base de nos travaux, donc, et c'est ce qui a conduit que d'emblée, nous avons, dès cette DUP en 2018, dès 2019, commencé notre travail. Nous avons monté un groupement à Tosca avec les différentes entreprises, avec des bureaux d'études. Vous m'interrogez en particulier sur comment nous avons choisi les bureaux d'études que vous avez audités, le maître d'œuvre, le bureau d'études en termes d'environnement. Je voulais dire qu'effectivement, c'est à ce moment-là, au moment où la DUP est faite et où on sait qu'un appel d'offres va être lancé prochainement par l'État concédant, que nous commençons à monter notre groupe. Nous savons que nous n'aurons que quelques mois pour y répondre quand l'appel d'offres sera lancé, donc il s'agit d'anticiper au maximum les choses pour comprendre le territoire, comprendre son environnement, faire les diagnostics environnementaux qui vont bien et s'appuyer sur les meilleurs bureaux d'études. C'est l'idée, c'est bien de monter le groupement avec les compétences les plus fortes, avec l'engagement le plus fort pour réussir le meilleur projet et faire la meilleure offre aux concédants et aux acteurs publics qui attendent ce projet. C'est dans ce cadre que nous avons monté notre groupement à Tosca, qui a donc fait appel à la candidature fin 2019, que nous avons fait une offre en février 2021, que nous avons été retenus comme concessionnaire pressenti unique en octobre 2021. C'est ce qui nous a véritablement permis à ce moment-là de commencer à venir sur le territoire, discuter de façon plus précise avec les maires, avec les riverains, avec les chambres consulaires et commencer à préparer le terrain. En parallèle, on a finalisé le contrat, ses annexes, qui ont été signées en avril 2022. Je le redis un peu pour l'historique. Et nous avons poursuivi sur toute l'année 2022 le travail préparatoire, les diagnostics archéologiques, les études détaillées, le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, dépôt du dossier en début 2022, les échanges sur lesquels on va revenir, l'enquête publique fin d'année et l'obtention de l'autorisation le 1er mars et démarrage des travaux. Donc, cette DUP sur laquelle nous nous sommes appuyés, je crois que le premier constat que nous avons fait pour bien comprendre le projet, c'est que je crois qu'il y a sur ce territoire, j'ai vu personne dire le contraire aujourd'hui, il y a une demande d'amélioration de la mobilité. D'amélioration de la mobilité. Aujourd'hui, on a un bassin de vie de 140 000 habitants, de 50 000 emplois, qui c'est le dernier bassin de ce type-là qui n'est pas connecté à une autoroute à sa métropole. Et ce besoin de mobilité est confirmé par tous, me semble-t-il. Alors, les études ont été faites, différentes variantes ont été faites, ont été étudiées, le ferroviaire, le réaménagement de la 126. Au final, c'est l'autoroute qui a été retenue. Je vais expliquer pourquoi, parce que même si ce choix a déjà été fait avant nous, on a refait toutes les études. On a refait toutes les études pour vérifier que du point de vue environnement en particulier, il n'y avait pas d'autre solution que de passer là, que d'avoir cette solution-là, ce tracé-là. La 126, je le redis aussi en introduction, le réaménagement peut paraître une idée séduisante au départ. C'est vrai que l'idée de faire quelques carrefours dénivelés, de faire un créneau de dépassement, d'améliorer un petit peu la fluidité, ça peut sembler être une bonne solution. Mais c'est une solution des années 60. Enfin, c'est une solution de réaménagement minimum qui donne l'impression d'avoir la sécurité, qui donne l'impression d'avoir les conditions de confort, mais qui au final va augmenter encore l'accidentologie. Si on voulait faire un vrai aménagement correct de la 126, il faudrait faire une 2 fois 2 voies. Une vraie 2 fois 2 voies, réaménager sur place. Faire cela, c'est empiéter encore plus sur les bâtis existants, empiéter encore plus sur les milieux environnementalement sensibles, parce qu'on ne peut pas les éviter, parce qu'on est contraint par la contrainte de réaménagement de la 126. Et au final, on a encore plus d'impact qu'une autoroute nouvelle qui permet de s'adapter, d'éviter les zones sensibles et de trouver le bon tracé. C'est pas nous qui avons fait ce choix, encore une fois. C'est le choix qui a été fait à l'issue de la DUP, mais on s'est appuyé là-dessus et on en a refait la démonstration. Alors, ensuite, je voudrais redire que l'acte fondateur pour nous, au-delà de la DUP, c'est bien sûr l'autorisation environnementale, qui est notre sujet aujourd'hui, c'est l'environnement, notre sujet. Il y aura d'autres auditions, je pense, plus tard.
Sur l'autorisation environnementale, je veux dire aussi une question qui nous a été posée, Madame la rapporteure, c'est pourquoi est-ce que vous avez biffé certains éléments de l'annexe 12 qui est le détail des engagements environnementaux. Bon. Là-dessus, le choix qui a été fait est le suivant. C'est que nous savions d'emblée... Attendez, je bois un peu d'eau. Allez-y. Je parle trop vite, ouais. Donc, le choix que nous avons fait, c'est effectivement l'annexe 12, qui sont nos principes, nos engagements environnementaux, c'est ce que nous avons proposé à l'offre. En 2019, quand nous faisions l'offre, voilà ce que nous avions proposé. Ce sont les principes qui ont été retenus. C'est sur cette base, je pense aussi, qu'en partie, nous avons été retenus parce qu'il y avait des engagements environnementaux forts. Néanmoins, le document qui compte aujourd'hui dans la mise en œuvre des aménagements environnementaux du projet, de ses conséquences, des mesures compensatoires, c'est l'autorisation environnementale. Et d'emblée, l'annexe 12, si vous en regardez l'introduction, le précise, ce qui vaut au final, c'est bien les engagements complémentaires qui peuvent être pris dans le cadre de l'autorisation environnementale, et c'est celle qui vaut. Ce qui fait qu'effectivement, au-delà des principes qui sont dans l'annexe 12, il y avait déjà des mesures qui commençaient à s'esquisser, mais qui au final ont été améliorées à chaque fois, je peux en donner la preuve, ont été améliorées dans le cadre de l'autorisation environnementale, ce qui fait que ça a été biffé dans les documents qui ont été rendus publics le moment venu quand les gens le souhaitaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a rien de transcendant dans ces éléments de l'époque qui ont été améliorés depuis. Et ça, c'est l'annexe 12, mais je pense que c'est à peu près la même chose sur les autres éléments des annexes du contrat qui ont été biffés. Alors, si aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet de ce qu'est aujourd'hui l'opération, ce qu'est aujourd'hui le chantier de l'autoroute. Donc nous avons eu l'autorisation le 1er mars 2023, ça fait maintenant plus d'un an, après déjà des travaux préparatoires qui avaient été engagés. Aujourd'hui, le chantier bat son plein. Je le redis aussi d'emblée, parce que je crois que c'est important. Vous allez venir sur le terrain et j'en suis très heureux. Je vous accueillerai avec plaisir sur le chantier aussi à cette occasion, pour que vous le voyez. Aujourd'hui, on a dépensé à peu près la moitié du budget déjà. Sur les 450 millions, on est à peu près à 230 millions d'euros dépensés à fin mars, à début avril. On a engagé à peu près la moitié des terrassements, enfin la moitié des zones aujourd'hui sont en travaux. Vous avez une quarantaine de chantiers, vous avez 800 personnes qui travaillent tous les jours. Fin du printemps, quand on entrera dans la phase active des terrassements, vous aurez 1200 personnes qui travailleront sur ce chantier. Donc la moitié des ouvrages d'art qui sont démarrés ou réalisés. On a réalisé hier une opération qui est symboliquement très importante, c'est la fin du poussage du deuxième tablier du viaduc de Lagou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connexion entre Castres et Toulouse est symboliquement déjà manifestée par ces deux tabliers qui sont connectés au-dessus de Lagou. Il y en a un qui a été fait il y a 3 semaines, le premier tablier, et le deuxième a été fait avec succès hier. On avait invité la presse à venir visiter ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une configuration où le chantier avance bien. On est toujours dans un timing de livrer l'autoroute fin 2025. Mais je veux quand même évoquer ici une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, qui est les conditions de travail de nos agents. C'est qu'aujourd'hui, certes, on a... je pense qu'on va parler de la crémade. En crémarbre, on va parler de la calarbre, je suppose. Mais je voulais dire quand même qu'une des conséquences quand même de tout ça, je ne fais pas de lien absolu, mais en tout cas, ce qui aujourd'hui existe pour nos agents, c'est comme de plus en plus de dégradations. 200 dégradations au total, 80 plaintes qui ont été déposées par nous par rapport à des dégradations d'engins, des agressions de personnel. Encore ce week-end, nous avons eu un engin, un groupe électrogène avec éclairage qui a été brûlé. On a eu ce début de semaine une équipe dont le véhicule a été caillassé alors qu'il se trouvait à l'intérieur du véhicule. Enfin, je veux dire que c'est tous des gens, enfin, le personnel de notre constructeur. Hein. Je m'exprime ici en tant qu'Atosca, mais l'exécution du contrat de construction des procédures, c'est le constructeur qui le porte. Mais je parle ici globalement en son nom aussi. Ce groupement constructeur, aujourd'hui, ces agents, ils font leur travail correctement et aujourd'hui dans des conditions quand même pas faciles toujours. Je voudrais aussi juste le signaler au passage. Alors sur le volet environnement, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le détail, mais je voudrais redire tout le soin qu'on a porté à faire un dossier exemplaire du point de vue environnement. Vous allez essayer de me dire le contraire, je suppose, mais en tout cas, je voudrais dire que je voudrais vous démontrer que l'état d'esprit dans lequel on a fait ce projet est d'emblée celui-là, de pousser tous les curseurs au maximum, d'être à l'écoute du territoire et de trouver les bonnes solutions. La première chose qu'on a faite, c'est l'évitement. ERC, éviter au maximum que par notre tracé, on impacte des zones sensibles
environnementalement, qu'on évite au maximum des bâtis. À titre d'illustration, le réajustement du tracé qu'on a pu faire, le fait qu'on soit passé, en lien avec le concédant qui nous l'a suggéré, qu'on soit passé à un système de flux libre, c'est-à-dire un système où on n'est plus obligé de s'arrêter à une barrière de péage pour prendre un ticket, de s'arrêter à la sortie avec une carte bleue pour payer, mais que ceci puisse se faire par un système où vous êtes juste reconnu par des portiques et en circulant à vitesse normale, sans pollution. Donc ça a permis d'économiser 80 hectares de terres agricoles et de terres naturelles par rapport à ce qui était prévu à la DUP, 300 hectares d'impact tracé du point de vue zone agricole et zone naturelle. Nous allons toucher 40 bâtis qu'il s'agit de démolir par rapport à l'arrivée du projet. Au moment de la LUP, on était à 60. Donc c'est une autre illustration de ce travail-là, déjà d'évitement qu'on a fait. Ensuite, sur les compensations, on a poussé le curseur au maximum, comme je le disais, et je veux tout de suite répondre à la question du 1 pour 5. Le 1 pour 5, effectivement, c'est peut-être une simplification de communication. Je le dis comme ça, parce qu'effectivement, dire on a 5 fois plus de surfaces qui vont être boisées que la surface impactée, ça passe moins à la télé ou dans les médias que de dire 1 pour 5 de façon simple. Mais le 1 pour 5, il est là. Ce 1 pour 5, il est là pourquoi ? Parce que tout un travail fin a été fait au niveau des arbres, de voir quels sont les impacts réels, des zones réellement concernées, des densités d'arbres, des types d'arbres qui sont concernés. Et ce travail a permis d'identifier quels étaient les boisements qu'il s'agissait de reprendre, de refaire, les alignements d'arbres qu'il s'agissait de reconstituer, les types d'arbres, les densités d'arbres qu'il s'agissait de replanter. Et nous avons proposé aussi, dans les mesures compensatoires, c'est ce qui a été retenu dans l'autorisation environnementale, de sanctuariser 27 hectares de boisements existants qui, sans cette sanctuarisation, auraient pu être coupés par les propriétaires. Et nous allons sanctuariser ces terrains pendant 55 ans, sans aucune intervention, sans aucune exploitation. C'est-à-dire donc du coup avec une dynamique forestière naturelle qui va pouvoir se mettre en place de façon certaine sur ces terrains. Donc ça fait partie effectivement des 71 hectares de l'ensemble des mesures de reboisement, de densification et de protection d'arbres qu'on identifie par rapport aux 13 impactés. Et quand je dis 13 impactés, c'est que 4,9 hectares de boisement réellement impactés. Je voudrais quand même revenir à cette réalité. Voilà tout simplement le travail fin qui a été fait, qui a conduit à cette simplification de communication peut-être. Je voudrais signaler aussi les franchissements. On aura un franchissement d'autoroute pour la faune, pour la petite faune, pour les habitants tous les 250 mètres, qui sont les derniers standards de ce qui se fait sur les autoroutes récentes. Il y a encore 30 ans, c'était un ouvrage tous les 3 km. Je le cite, mais je pense qu'on reviendra sur les zones humides, mais là aussi, 22 hectares concernés de zones humides. Et nous allons renaturer 55 hectares. Je vais répondre tout de suite à cet élément et on pourra déborder après peut-être dans les réponses plus fines aux questions par rapport à l'intervention de M. Thomas. Je voudrais quand même revenir à quelques réalités. Bon, je ne suis pas un spécialiste des zones humides, mais ce que j'en comprends, c'est que ces 22 hectares qu'on impacte, c'est quoi ? C'est 4 hectares de zones humides à fort potentiel. Donc des zones humides qui fonctionnent vraiment correctement. Ce sont des prairies humides, ce sont des zones humides qui fonctionnent avec toutes les caractéristiques d'humidité, de milieu et d'habitat existants sur ces zones. À côté de ça, vous avez 18 hectares de zones qui sont principalement des zones cultivées. Des zones cultivées qui présentent un potentiel de zone humide parce que présentant entre 20 et 50 cm de l'humidité. Et donc, qui à ce titre-là, doivent être classées comme des zones humides potentielles ou des zones humides, et donc doivent être classées. Donc ça fait partie des 22 hectares. Donc voilà la réalité des zones qu'on touche par rapport aux 55 hectares de renaturation de carrières, de renaturation de cours d'eau, de renaturation de prairies qu'on va faire au total sur l'opération. Après, je réponds tout de suite du coup par rapport à M. Thomas, parce que vous me posez la question. Moi, je ne connais pas M. Thomas. Je ne connais pas M. Thomas et je ne connais pas son travail, qui ne m'a pas été présenté. Enfin, je ne le connais pas au-delà de ce qu'il a pu dire en commission, au-delà de ce qui a pu être dit. Donc, moi, je suis prêt à regarder, bien entendu, son travail, mais en tout cas, je ne le connais pas. Je crois qu'il a utilisé une partie de ses arguments dans le cadre d'un recours en cours sur l'opération, mais pas l'ensemble de son étude. Moi, je voudrais dire ici que le bureau d'études environnement avec lequel nous travaillons, que vous avez audité, il vous a confirmé le sérieux de ce qu'il a réalisé
sur cette opération. Le sérieux et l'engagement, et je peux vous dire qu'il n'est pas contraint. Nos bureaux d'études, on ne leur demande pas d'écrire ce qu'ils doivent écrire pour nous faire plaisir. Ils ont des engagements quand ils écrivent quelque chose. Ils ont des engagements de résultats eux aussi. Ils peuvent être concernés. Donc c'est un bureau qui est connu nationalement, qui est connu internationalement par rapport à son travail sur les zones humides, sur l'écologie. Moi, j'ai toute confiance dans ce qu'ils font. Ça a été reconnu dans le cadre de l'instruction de la procédure. Personne n'a remis en cause. Alors, il y a eu des compléments qui ont été apportés, il y a eu des remarques, effectivement, qui ont fait que certaines choses ont pu être améliorées. Mais en tout cas, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Bon. Voilà ce que je peux dire sur les zones humides. Le sujet agricole, un sujet sur lequel vous avez reçu les chambres d'agriculture, les syndicats. Dire que, bien entendu, on est conscient que, au-delà des compensations fortes qui ont été mises en place, le monde agricole est touché. Plus de 300 hectares de terre, que ce soit pour le tracé, soit pour les mesures compensatoires. Donc aujourd'hui, pour nous, ça a été fondamental d'avoir ce dialogue fin avec les chambres d'agriculture, avec les associations concernées, avec les exploitants, avec les propriétaires, les protocoles très fins qu'on a mis en place avec les chambres d'agriculture, dont vous avez entendu parler, qui sont appliquées aujourd'hui. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions quasiment avec tout le monde à l'amiable. Sur les 98 exploitations agricoles qui sont présentes sur le tracé, je crois qu'il y en a 2 où on est en expropriation. 2, pas plus que 2. Tout le reste, se discute à l'amiable. Et encore, quand on est en expropriation, jusqu'au bout, on maintient la discussion pour aller à l'amiable. Et la même chose sur les autres surfaces. On me parle d'une pétition qui aurait été faite par des agriculteurs opposés au projet, qui aurait recueilli il y a 2 ans 120 ou 150 personnes. Cette pétition a eu lieu il y a 2 ans. Depuis, on a vu beaucoup d'entre eux et on a trouvé des solutions. Au final, il y a moins de 10% des exploitants concernés, des 100 exploitants concernés par le tracé qui ont vraiment signé cette pétition. Moi, j'ai un très bon dialogue avec tous les agriculteurs, avec l'essentiel des agriculteurs, sauf quelques-uns, il y a toujours des choses un peu plus complexes, mais c'est la vie. Donc le dialogue est important. On peut citer le fonds de compensation collectif, qui est une première pour une autoroute, donc 2,4 millions d'euros qui vont être affectés à des projets de compensation collectifs, des projets de dynamisation collectif de filières agricoles à l'échelle de ce territoire. Au-delà des compensations individuelles de chacun, qui bien entendu le fondement aussi, s'il y a un rallongement de son tracé qui puisse être compensé, etc. Donc tout ça va être mis en place. Enfin, il existe, le fonds est en place. Il s'agit maintenant de le faire fonctionner en lien avec les chambres d'agriculture, avec l'État, etc. En conclusion, vous avez compris que ce qui guide notre action, c'est l'exemplarité du projet. L'exemplarité du projet du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue transition énergétique. Je veux dire un mot là-dessus, parce que c'est aussi un sujet qui, bien entendu, nous a motivés. Bien entendu, le projet de la DUP 2018 ne tenait pas encore compte d'aires de covoiturage, ne tenait pas encore compte de bornes de recharge, ne tenait pas encore compte du flux libre qui permet d'économiser, ne tenait pas encore compte d'une politique favorable pour les véhicules électriques pour inciter à cette transition. Vous ne trouverez quasiment pas aujourd'hui en France d'aires de repos comme nous en avons ici, avec des bornes de recharge qui sont prévues. Ce sera une première quasiment sur ce site. Donc, l'exemplarité du projet, mais aussi l'exemplarité de la méthode, cette humilité, cette volonté d'être à l'écoute, de continuer le dialogue. Je le dis d'autant plus sur le volet environnement que sur le volet environnement. Ce qui se fait aujourd'hui sur les autoroutes, ça ne se faisait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est devenu très important et ça nous paraît tout à fait normal, c'est que ces mesures compensatoires, dont certains disent qu'elles ne fonctionnent pas, moi je pense qu'elles vont fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on les a étudiées finement, parce qu'on va se donner les moyens dans le cadre, avec les services instructeurs, dans le cadre de comités de suivi des mesures compensatoires, de travailler sur la vérification qu'elles fonctionnent comme il était prévu. Et que si ce n'est pas le cas, on adapte les plans de gestion, on adapte les mesures de telle sorte que les compensations soient faites réellement et on obtienne le résultat. Quand l'OFB dit fin 2023, aujourd'hui je ne suis pas encore convaincu qu'on atteigne toute la compensation qui est nécessaire. Je l'entends ça. Donc il va falloir faire évoluer les mesures compensatoires déjà dans leur conception, et si on devait se rendre compte à l'expérience que une fois réalisé ce n'est pas le cas, ben on les adaptera. Et nous sommes là sur 55 ans pour vérifier que cela marche. Donc voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi madame la rapporteure, monsieur le président, si j'étais un peu long, mais je pense que j'ai déjà répondu aussi à quelques questions. Merci monsieur Gerlinger. Peut-être sur la poursuite de votre prise de parole sur la réponse au questionnaire de madame la rapporteure.
Monsieur Baldarelli. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, dans les questions qui nous ont été adressées, on a un certain nombre de questions qui s'intéressent à l'articulation entre les obligations environnementales et les stipulations du contrat de concession. J'y ai répondu dans mon propos liminaire, donc je ne reviendrai pas dessus de manière générale. Vous posez en particulier 2 questions spécifiques sur la politique dite du 1% paysage, développement et cadre de vie et sur la compensation collective agricole. Peut-être quelques mots sur ces 2 sujets. Le 1% paysage, développement et cadre de vie ne relève pas de dispositions réglementaires. Ce sont des dispositions qui sont contractuelles dans le cadre de l'aménagement du réseau routier concédé. Les obligations sont bien celles qui sont nées du contrat de concession et le contrat de concession crée l'obligation, en réalité, de financement par le concessionnaire à hauteur de 500 000 euros, à concurrence de 500 000 euros. Alors pourquoi on dit à hauteur ou dans le cas d'un montant plafond de 500 000 euros? C'est parce que les opérations doivent être portées par un maître d'ouvrage tiers, qui peut être une collectivité, qui peut être un porteur privé, et sont financés au maximum à hauteur de 50% par le concessionnaire. C'est-à-dire que c'est bien le contrat qui crée l'obligation, mais le fait que ces sommes soient effectivement mobilisées dépend du fait que des porteurs de projets tiers, avec des règles de covisibilité, puissent proposer des projets. Et d'ailleurs, ce n'est pas le concessionnaire qui a la main sur le choix des dossiers, puisque ce sont les services de l'État qui vont élaborer un document cadre qui vont préciser comment les dossiers et quel type de dossier peut être précisé par rapport à des enjeux de cadre de vie et paysager. Le concessionnaire est d'une certaine manière là uniquement pour faire la banque, c'est-à-dire pour apporter les financements à concurrence de 500 000 euros, le montant ayant été fixé par engrenage avec les précédents qu'on a pu constater. C'est par exemple le même montant qui était retenu dans le cas du contournement ouest de Strasbourg, projet qui pourtant représente un montant d'investissement plus élevé. Vous avez également posé une question plus précise sur les compensations collectives agricoles. Compensations collectives agricoles, alors qui n'étaient pas réglementairement applicables au projet, une articulation entre l'article L112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime et son décret d'application numéro 2016-1190 du 31 août 2016, qui prévoyait que la mise en œuvre obligatoire de ces dispositions était connectée à la date à laquelle le projet avait fait l'objet d'une demande d'ouverture d'enquête publique pour la déclaration d'utilité publique. Donc on était en dehors du délai, le projet est venu avant, et l'État a souhaité imposer aux concessionnaires la mise en œuvre de cette compensation collective agricole dans les conditions qui sont prévues par le code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire que ce qui était facultatif est devenu obligatoire pour le concessionnaire. Vous posez également quelques questions sur l'articulation avec l'aménagement foncier agricole et forestier, donc avec la procédure dite d'AFAF. On est sur une procédure qui relève d'un autre maître d'ouvrage, en l'occurrence le conseil départemental. Les conseils départementaux sont responsables des aménagements fonciers, agricoles et forestiers, environnementaux, pardon. Donc on a une prise en compte au moment où les autorisations sont mises en œuvre, c'est-à-dire qu'on a une enquête publique au moment de la préalable à la DUP, à la déclaration d'utilité publique, donc sont pris en compte les éléments qui sont connus à l'époque sur cette procédure. Le concessionnaire lui-même, lorsqu'il va demander le dossier pour son autorisation environnementale, va prendre en compte la meilleure connaissance possible de la procédure d'AFAF qui est mise en œuvre par le département, de manière à ce que l'ensemble des enjeux tels qu'ils sont connus au moment où les autorisations sont délivrées puissent être pris en compte. Les conseils départementaux eux-mêmes, lorsqu'ils vont réaliser leur procédure d'AFAF, donc selon la procédure qui leur est propre, vont également avoir à répondre des engagements environnementaux qu'ils devront eux-mêmes prendre dans le cadre de ces procédures, avec donc des réaménagements fonciers, ce qui est l'objet de l'aménagement de l'AFAF, et le cas échéant des travaux connexes,
le concessionnaire prenant en charge l'ensemble des dépenses afférentes à la FAF, puisque la FAF est la conséquence de la réalisation de l'autoroute. Vous posez aussi quelques questions sur la façon dont le volet environnemental du contrat de concession est réalisé. Donc, j'ai rappelé comment les éléments s'organisaient. Donc, la première chose que l'on fait, c'est de compiler l'ensemble des engagements qui ont été donnés par l'État au moment de la DUP, puisque c'est véritablement au moment où on a la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire où le projet devient réalisable, c'est-à-dire où la décision a été prise de réaliser le projet, qu'on a cette bascule de maîtrise d'ouvrage, du maître d'ouvrage État pour les études vers le maître d'ouvrage concessionnaire. Donc on va faire la compilation de l'ensemble de ces éléments et les adaptations issues des meilleures pratiques. Martial Gerlinger, le rappelait, la mise en place de la technologie de perception du péage en flux libre, c'est une évolution qui n'était pas prévue dans les études préalables, c'est une évolution qui est portée par le concédant, de manière à réduire l'empreinte foncière des projets. Donc 80 hectares ont été économisés entre les études préalables et le projet du concessionnaire, ce qui est quand même assez important. Cette technologie permet également d'améliorer la performance environnementale de l'autoroute pour les usagers, puisque les usagers n'ont plus à s'arrêter et à redémarrer au niveau des barrières de péage, puisqu'il n'y a plus de barrières de péage. On estime que pour un poids lourd, c'est à peu près 1 litre de carburant qui est économisé à chaque passage par cette technologie. On a également un gain de temps pour les usagers, puisque l'usager n'a plus à faire des phases de décélération et réaccélération au niveau des barrières de péage. Donc on a une économie de CO2 en exploitation. Alors, pour les véhicules qui resteront des véhicules thermiques pendant quelques années, je rappelle quand même un des grands enjeux de décarbonation, un des grands enjeux liés à la transition écologique, c'est la décarbonation de la route. Donc le flux libre est d'une certaine manière une étape qui va permettre d'accompagner cette décarbonation, mais l'enjeu c'est de migrer vers des technologies qui sont complètement décarbonées pour la route. C'est aussi des sujets d'ailleurs qui nous préoccupent sur les appels d'offres, donc dans le projet d'Atosca avec la mise en place d'installations de recharge de véhicules électriques, mais plus largement sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé. Depuis l'année 2023, 100% des aires de service du réseau autoroutier concédé sont équipées d'installations de recharge pour véhicules électriques. Et le ministère est en train de travailler à la mise en place d'un schéma directeur pour accompagner cette évolution, y compris pour les poids lourds, dans un horizon qui sera un petit peu décalé par rapport aux véhicules légers. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal, mais le flux libre permet d'accompagner cette évolution. Et pour la mise en place de ce volet environnemental, donc on est accompagné par le réseau scientifique et technique du ministère, le CEREMA notamment, et les services qui ont porté la maîtrise d'ouvrage en phase des études préalables, et notamment les services de l'ADREAL. Vous avez auditionné avant-hier Patrick Berthe, qui a pu rappeler la mobilisation de l'ADREAL sur ces sujets. Également la DDT, qui porte une partie des enjeux environnementaux, est également associée à la réalisation de ce cahier des charges. Vous avez également des questions. Alors, une question sur... c'est une grande préoccupation de votre part, sur la mise à disposition du contrat de concession et de ses annexes qui aurait été demandée par l'autorité environnementale. Alors, à notre connaissance, l'autorité environnementale a suggéré la mise à disposition du contrat et de ses annexes pendant l'enquête publique, demande qui a été reprise à son compte par le commissaire enquêteur, ce qui a été fait, c'est-à-dire que pendant la durée de l'enquête publique, l'ensemble des éléments du contrat occultés, bien évidemment, des secrets protégés au titre par la loi, ont été mis à la disposition du public. Donc on a mis en œuvre la recommandation de l'autorité environnementale qui a été reprise par le commissaire enquêteur sur ce point. Et enfin, vous nous interrogez sur le responsable de l'environnement, du respect de l'environnement du concessionnaire. Celui-ci a effectivement été désigné par Atosca et a été porté à la connaissance de l'autorité chargée du contrôle. D'ailleurs, le groupement concepteur-constructeur a également désigné, ce qui n'est pas une obligation contractuelle, puisque le contrat, dans le cadre du contrat, le concédant ne connaît que le concessionnaire et pas ses sous-traitants. C'est un principe de responsabilité, de manière à ce que l'État responsabilise le concessionnaire et n'ait pas à discuter avec le constructeur, le concepteur, l'exploitant, etc. Donc on a bien un principe de responsabilité unique du concessionnaire, mais le groupement concepteur-constructeur a également désigné un responsable de l'environnement. Voilà, si vous identifiez des points que
que j'aurais omis, je suis bien évidemment à votre disposition. Merci, Monsieur Balderelli. Peut-être Madame la rapporteure pour des questions complémentaires, puis après je céderai la parole à nos collègues présents. Merci, Monsieur le Président.